Nous attirons votre attention sur le fait que le dispositif mis en place pour l'enregistrement de cet épisode est une première pour nous. Il se compose essentiellement de réactions des unes ou des autres en direct. Celles-ci sont spontanées et peuvent parfois amener à des raccourcis dans les termes utilisés. Par ailleurs, nous faisons référence majoritairement au vécu de femmes autistes, mais nous rappelons que l'autisme est un spectre et qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. Nous faisons dans cet épisode un focus sur le vécu de personnes qui conjuguent deux facteurs qui peuvent avoir un impact sur leur expérience de vie. Le facteur être une femme, mais au sens de genre féminin, à part, lorsque la référence à la génétique est précisée. Et aussi le facteur être autiste. Être autiste est une condition neurodéveloppementale. Du coup, certains des récits de cet épisode pourront faire écho à votre vécu, que vous soyez un homme autiste ou une femme non autiste. Enfin, un avertissement préalable à l'écoute. Nous évoquerons la question des violences sexuelles subies par les femmes autistes. Nous vous invitons donc à la vigilance. Soyez vigilants et vigilantes de vos propres ressentis pour entamer ou non l'écoute, ou la poursuivre, ou vous autoriser des ellipses. Bonne écoute. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous consacrons un épisode entier de notre podcast à l'autisme chez les femmes. Être une femme et être autiste. Nous recevons pour cela une chercheuse qui vient de publier un livre de référence sur le sujet, l'autisme au féminin. Il s'agit d'Adeline Lacroix, actuellement post-doctorante au laboratoire LPNC de psychologie et neurocognition de Grenoble. Nous serons aussi en studio avec Véronique Baraton. Véronique Baraton est père aidante dans l'unité TS2A, spécialisée dans la réhabilitation psychosociale des personnes autistes adultes. Nous serons aussi avec Amandine Roche, père aidante en formation. Dispositif particulier aujourd'hui. Je suis accompagné pour cet épisode par Audrey Besse, la reine des caméléons. Audrey, vous la connaissez. Vous connaissez en tout cas sa voix, il s'agit de l'Audrey du podcast, la maman de Clara. Audrey est elle aussi, comme vous le savez, une personne autiste, mais pas que. Audrey est violoniste à l'Orchestre National de Lyon. Nous sommes tous les deux présents dans le studio de la belle équipe Zest qui lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Nous interrogerons Adeline Lacroix, Véronique Baraton et Amandine Roche pour essayer d'y voir plus clair sur cette question. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascal Bélan-Capenel. Et je m'appelle Audrey Besse. Et vous écoutez un épisode de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, bonne écoute, c'est parti. Le professionnel moyen, s'il n'a pas fait de formation complémentaire sur le TSA, souvent il va être là, il va se dire mais je vois même pas en quoi vous êtes autiste, vous n'êtes pas autiste, vous avez juste un trouble du comportement alimentaire, vous êtes juste bipolaire, ou vous êtes anxieuse, etc. Mais il va pas diagnostiquer le TSA. Si vous êtes une fidèle auditrice de ce podcast, vous avez sans doute reconnu Florence. Elle pointe très directement les lacunes de la clinique de l'autisme chez les femmes autistes. Invisibles, ignorées, et je pourrais ajouter sans aide. Nous y reviendrons. Quel est l'enjeu de cet épisode, de l'épisode que vous allez entendre ? Nous allons nous efforcer de vous permettre de mieux appréhender, de mieux reconnaître et aussi de mieux nommer les caractéristiques de cet autisme qu'encore beaucoup trop de cliniciens pensent réserver aux hommes, et je n'exagère qu'à peine. Audrey, à côté de moi, pourrait en témoigner. L'épisode sera émaillé d'un certain nombre de stéréotypes auxquels vous, Adeline Lacroix, allez réagir au cours de notre entretien. Nous allons commencer par évoquer le malaise identitaire ressenti par de nombreuses femmes à l'annonce de leur diagnostic. Adeline Lacroix, selon une étude que vous citez, dans 72% des cas, le diagnostic d'autisme amène un apaisement chez les femmes qui le reçoivent. Malgré tout, les cliniciens relèvent un sentiment d'imposture, parfois renforcé par le corps médical, et un véritable malaise identitaire, voire de la colère après le diagnostic. Comment comprenez-vous ces sentiments ? Et au-delà, comment reconstruit-on une identité chez les femmes après un diagnostic d'autisme ? Alors, je pense que là, effectivement, il y a plusieurs éléments sur l'imposture. En fait, je pense que c'est quelque chose qui peut être favorisé aussi parce que
quand finalement on vient mettre des mots, ben la personne elle comprend. Et puis si parfois elle parle de cela à des personnes de son entourage plus ou moins proche, ou je sais pas, de son environnement professionnel, ça peut arriver si la personne a bien compensé ces difficultés, qu'on lui dise bah franchement t'as pas l'air autiste, moi ça m'étonnerait que tu sois autiste. Donc déjà finalement il y a le diagnostic qui vient un petit peu bousculer cette identité, et puis il y a ces autres personnes qui sont naïves vis-à-vis de ce que c'est que l'autisme, qui reviennent bousculer l'identité. On sait les personnes souvent, les femmes autistes ont pu souvent se poser beaucoup de questions au cours de leur vie en se disant bah il y a un truc qui cloche, et puis il y a d'autres moments finalement ça allait mieux, donc elles se disent bah non, peut-être qu'il y a rien qui cloche. Enfin, elles se sont trouvées un petit peu entre deux eaux, et là on vient leur apporter une réponse, et cette réponse est parfois justement mise en doute, donc c'est un petit peu difficile. Et puis il y a le sentiment d'imposture, je pense, vis-à-vis du fait que elles ont eu toujours l'impression de jouer un rôle parfois et de ne pas être vraiment elles. Donc il y a, je pense, ce sentiment qui est fort et qui crée effectivement aussi un malaise identitaire, parce que elles se sont construit peut-être un personnage qu'elles ne sont pas et qui est difficile finalement à tenir. Elles voudraient être telles qu'elles sont. Et je pense que il y a de la colère aussi, peut-être parce que tout cela n'a pas été vu plus tôt, et peut-être que justement il y a certaines choses qui auraient pu être évitées si ce diagnostic était apparu plus précocement. Donc après, comment on reconstruit l'identité après le diagnostic? Je pense que je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. Comme je suis pas clinicienne, je trouve que c'est difficile. Je pourrais juste, dans ce cas, parler de mon expérience personnelle et pas forcément de comment ça se passe chez tout le monde. Mais moi, en tout cas, j'ai personnellement fait plus attention à, à mes besoins. En fait, j'ai un peu remis les choses à plat en disant, bah ok, ça, peut-être que je fais pas comme les autres, mais c'est pas grave. Si j'ai pas envie de sortir, ben c'est pas grave, je sors pas. Si je me concentre sur des trucs et que c'est ça qui me fait du bien, et ben tant pis si les autres ils comprennent pas, et moi je fais ce que j'ai envie de faire. Et après, ben j'ai eu la chance de pouvoir reprendre des études qui me passionnent, et faire de mon intérêt spécifique mon travail. Donc ça a été une chance énorme. Oui, c'est ça, c'est peut-être refaire un chemin vers soi, mais un soi augmenté ou en tout cas différent après le diagnostic, quoi. Oui, voilà. Et puis de finalement radapter sa vie à soi, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était ça. On a toujours essayé de s'adapter nous au monde. Alors, ça veut pas dire que j'essaie pas de m'adapter au monde, hein. J'essaie toujours de m'adapter au monde, mais en faisant attention quand même à ne pas me perdre, et en me respectant, en fait. Oui, c'est ça. Je crois que le mot-clé, c'est le mot respect, en fait, hein. Respecter ses particularités, en tout cas. Voilà, et c'est limite aussi, parce que il y en a, et c'est sûr que ben voilà. Alors des fois c'est difficile parce que on a toujours, enfin voilà, on peut justement avoir envie de faire plein de choses, et puis si on est sollicité ou ce genre de choses, ben des fois on a envie de répondre positivement, puis après on est un peu rattrapé justement par la fatigabilité, par les incompréhensions, par les problèmes sensoriels, mais en tout cas, quand on connaît, je trouve que ça donne quand même, ça aide beaucoup à pouvoir effectivement quand même se respecter et réajuster un petit peu mieux les choses, et pas être toujours dans toujours avec sa 2 chevaux, mais sur l'autoroute à 150 à l'heure, quoi. C'est ça. Peut-être un petit mot sur la colère, parce que ça m'a frappé lors d'un témoignage qu'on a enregistré pour le podcast. Florence, en l'occurrence, je pense, était très en colère aussi par la perte de chance que ça a été, du coup, de ne pas avoir réussi à faire les études qu'elle aurait pu faire ou voulu faire, quoi. Vous avez repris les études et vous êtes certainement maintenant pleinement épanoui, mais je pense que la colère peut aussi venir de là, de cette perte de chance, de la vie qu'on aurait pu avoir si jamais on avait connu nos spécificités plus tôt. Ouais, moi des fois je me suis dit ça pour certains points, enfin parce que j'ai arrêté
aussi mes premières études parce que je voyais pas de sens. J'étais vraiment dans un et après je me dis j'aurais dû. Enfin, j'avais commencé des études d'ingénieur, mais je réussissais bien, mais je voyais pas de sens, etc. Puis maintenant je me dis ça m'aurait vachement servi. Et je crois que alors je comprends hein, le sentiment de colère, même si je pense que pour certaines personnes c'est bien pire que moi, mais je crois qu'il faut arriver à dépasser les regrets et se dire de toute façon il y a toujours des choses qu'on peut construire. C'est sûr que notre vie elle aurait été différente, voilà, si on avait eu un diagnostic plus tôt, mais il y a toujours des choses bien qu'on peut faire et notre vie elle est ce qu'elle a, on a appris des choses aussi, elle est ce qu'elle est, on a appris des choses. Et même s'il y a des périodes où c'est plus dur de se dire ça, mais je crois qu'il faut essayer de limiter un petit peu les regrets, de regarder sur le passé et se tourner toujours plutôt vers le présent et l'avenir, quoi, un petit peu aussi. Véronique Baraton, vous êtes père aidante dans l'unité TS2A, qui est une unité spécialisée dans l'accompagnement des troubles du spectre de l'autisme chez l'adulte. Vous êtes accompagnée aujourd'hui par Amandine Roche, qui, je crois, étudie la pérédance, si mes informations sont correctes. Hein. Même question donc à toutes les deux. Quel commentaire vous inspire ce sujet du malaise identitaire chez les femmes nouvellement diagnostiquées? Ouais, du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Alors, ça va être le malaise identitaire, on le retrouve chez les femmes comme chez les hommes, hein. Mais pour ce qui est des femmes, l'identité à diagnostic d'autisme, il est plus difficile, puisque très souvent, les personnes et les femmes qui vont parler avec moi de ce sujet-là vont prendre comme exemple beaucoup de clichés qu'on va, par exemple, voir véhiculés dans les médias, où l'autisme est beaucoup véhiculé chez les hommes. C'est-à-dire qu'elles vont s'identifier à ça et dire que du coup, elles peuvent pas être autistes vu que du coup les clichés qui sont véhiculés dans l'autisme sont des hommes. On entend des fois, mais non, tu peux pas être autiste parce que c'est les petits garçons. Alors déjà, il faut être un enfant et en plus, il faut être un garçon. Donc c'est quand même la double peine quand on est une femme et qu'on est adulte. Donc le malaise identitaire, il va se faire quand même pas mal autour de ça. Et c'est vrai que la pérédance, elle est vraiment utile à ce moment-là parce que je me présente aux femmes que j'accompagne en leur disant, voilà, moi je m'appelle Véronique, j'ai 34 ans, je suis autiste et je fonctionne peut-être comme vous. Et les personnes vont du coup beaucoup plus pouvoir s'identifier à une personne, à quelque chose, à un vécu qui leur ressemble et se dire, ah mais d'accord, pour vous c'est comme ça, donc pour moi ça peut être comme ça aussi, etc. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà, avoir un père du même sexe, qui peut avoir un parcours un peu similaire, des fois avec des âges communs, c'est quelque chose qui va aider. D'accord, donc ça a été un atout dans votre pratique de père aidante, le fait de représenter, de favoriser l'effet miroir. Ouais, tout à fait. C'est même une question qui s'est posée un petit peu au départ, parce que dans la père aidance globale, on peut se demander si le père aidant va exclusivement rencontrer des pères qui ont un parcours similaire au leur. Moi, j'ai pas du tout hésité parce que déjà, j'ai pas énormément de connaissances sur d'autres troubles psychiques ou neurodéveloppementaux. Pour moi, c'était vraiment l'autisme, le TDAH aussi qui me parlait. Et en fait, ça a été aussi une demande des personnes qui étaient suivies ici en usager dans le service. En fait, au départ, il n'y avait pas de père aidant du tout, hein, mais il a commencé à avoir des pères aidants dans des troubles psychiques. Et en fait, les usagers autistes ne se retrouvaient pas dans l'identification en miroir avec des pères aidants qui n'étaient pas autistes. Je vois. Et dans les groupes même, les usagers autistes qui intégraient des groupes de personnes qui avaient d'autres particularités psychiques n'y se retrouvaient pas. Et on le retrouve chez beaucoup de personnes, mais dans l'autisme, c'est très très fort, le besoin d'identification. Si c'est pas exactement celui à laquelle on voudrait coller, ça va pas marcher. Donc il faut faire très attention à ce que le miroir soit bien fiable pour pouvoir s'identifier, on va dire. D'accord, ok. Amandine Roche, vous voulez partager quelque chose sur ce thème-là ? Concernant le malaise identitaire, il y a quelque chose que j'ai traversé à l'annonce de mon diagnostic et les mois suivants et qu'on retrouve dans de nombreux témoignages à ces moments-là du parcours. C'est qu'on a souvent des femmes qui arrivent à l'âge adulte en état d'épuisement, de burn-out parce qu'elles ont beaucoup camouflé. Et au moment de l'annonce du diagnostic, elles refont le parcours de leur vie avec la lecture
autisme. Et elles en arrivent à se poser la question de savoir qu'est-ce qui est de l'autisme, qu'est-ce qui est de moi, qui suis-je, je ne sais plus, j'ai masqué, mais maintenant j'aimerais m'exprimer tel que selon mes besoins, et je ne sais plus qui je suis là-dedans. Et souvent, on a des vraies problématiques vraiment identitaires à ce moment-là, qui vont créer des effondrements majeurs et surajouter aux comorbidités type burn-out, effondrement, dépression. Parce que du coup, quand elles deviennent visibles, c'est à l'occasion d'un épuisement, d'une dépression, d'un burn-out ou d'un trouble anxieux généralisé. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez beaucoup dans votre pratique professionnelle, Véronique Baraton, de père aidante? Et quelles sont les souffrances principales qui s'expriment au moment des rencontres que vous organisez avec ces femmes autistes nouvellement diagnostiquées? Alors, c'est vrai que quand on reprend ça et qu'on croise aussi avec l'identité, avoir un diagnostic de TSA, avoir son diagnostic, ça va pouvoir permettre d'accepter énormément de choses qu'on faisait avant ou qu'on était avant. Par exemple, il y a des femmes qui, font des choses qu'elles ont entendues comme étant garçons manqués. La façon de s'habiller, la façon d'être, la façon de faire du sport, la façon de chahuter, la façon de se comporter dans des lieux sociaux, et cetera, où elles se sont forcées toute leur vie à essayer de faire ça comme une femme. Ça va être des choses toutes bêtes, mais porter des robes, porter des collants, sourire à des dîners, ne pas trop s'exprimer de façon grossière. Voilà, des choses sont beaucoup plus acceptées chez les hommes. Et quand elles vont comprendre qu'en fait, elles sont comme ça aussi par le biais de leur autisme, de leur diagnostic, et ben elles vont accepter cette partie-là qui en fait partie d'elles et vont beaucoup plus l'extérioriser et l'accepter. Donc par exemple, une femme voilà, qui vient me voir et qui s'est forcée toute sa vie à s'habiller d'une certaine façon, à se comporter d'une certaine façon, elle va se réhabituer et elle va se réapproprier une personne qu'elle avait un petit peu effacée, qu'elle avait un peu oubliée. Quitte je sais pas, il y a des personnes des fois qui viennent me voir, qui me disent moi j'avais tel ou tel surnom quand j'étais petite, ça me dérangeait pas des fois d'avoir un peu des surnoms de garçon, ça me dérangeait pas, mais ça dérangeait les autres. Donc j'ai essayé d'enlever ça de ma personne. Avec le diagnostic, ça va venir renforcer positivement ça et dire en fait je peux l'accepter. Oui, d'accord. Ou aussi des cas inverses. J'ai en mémoire le cas d'une père aidée, Erzil, qui disait avoir beaucoup souffert de ne pas se reconnaître dans une féminité exacerbée à l'adolescence. Elle ne se sentait pas du tout femme de façon stéréotypée. Et c'est là que les premières pensées suicidaires sont apparues. Ouais. Et c'est vrai que ce passage à l'adolescence est extrêmement violent, alors pour tous les adolescents, hein, mais dans le cas de l'autisme, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, je suis une jeune femme, donc qui passe de petite fille à ado et à femme. C'est vraiment la période où il y a énormément de dépression, de burn-out, et c'est vrai d'idées suicidaires ou de passage à l'acte, parce que déjà, avoir une identité propre quand on est enfant, quand on est adolescent, c'est difficile. Mais en fait, quand on a un cerveau autiste, on va coller à ce qu'on nous demande. On essaye en tout cas c'est plus facile d'imiter quelqu'un, de faire quelque chose parce qu'on nous l'a demandé, tout simplement parce que vu que les codes on les a pas de manière innée, on va plutôt copier. Et si à ce moment-là on copie une personne une femme parfaitement pomponnée, qui adore se maquiller, qui adore rigoler avec ses copines, qui adore sortir en boîte, qui va être un peu qui fait du shopping, etc., qui porte des sacs à main, des talons, enfin je reprends vraiment des clichés, mais parce que c'est des clichés qui ressortent beaucoup dans les rendez-vous et qui font du mal à énormément de femmes. Si à ce moment-là, ces jeunes femmes copient des copines, des cousines, des sœurs qui font ça, elles vont aller là-dedans et se faire vraiment du mal parce qu'elles vont même oublier leur identité. Il y a des femmes à qui on a dit « mais moi je te reconnais pas, je sais pas qui t'es » et elles-mêmes ne savent plus qui elles sont en fait. Mais il faut, à ce moment-là, pour survivre, qu'elles copient une personne ou plusieurs personnes pour tenir, quoi. Et là, ça va être la descente aux enfers parce que ça s'éloigne de plus en plus de la personne qu'elle est au départ. Et dans les deux cas, on est perdante, on copie, on imite, on compense, on est fatigué, on perd, on n'imite pas, on souffre. Et donc, dans les deux cas... Exactement. Alors, des fois, de copier une personne, si c'est une personne qui nous ressemble à peu près, ça peut aider parce qu'il y a quand même des comportements qu'on apprend. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai imité ma sœur et il y a des choses qu'elle m'a appris, donc c'était bien. Par contre, il y a des choses que j'ai beaucoup trop copiées et voilà, ça m'allait pas du tout. Donc, ça dépend aussi des personnes qu'on suit. Voilà, il y a beaucoup de débats sur le camouflage et savoir en quoi ça protège, en quoi, au contraire, ça nous fait couler. Mais voilà, je pense que ça dépend aussi des personnes qu'on imite, qu'on va suivre, etc.
Abordons maintenant le sexe ratio en autisme, à savoir les proportions relatives d'hommes et de femmes affectés par cette condition autistique. Il semble que la prévalence de l'autisme chez les femmes soit plus faible que celle que l'on rencontre chez les hommes. On compte une femme autiste pour 4 hommes. Ce sexe ratio serait porté à une femme pour 9 hommes en ce qui concerne l'autisme sans déficience intellectuelle. Adeline Lacroix, on dit que les femmes seraient génétiquement protégées de l'autisme, autisme qui concernerait exclusivement les hommes. Vrai, faux ou ça dépend? Alors, faux pour le fait que l'autisme concernerait exclusivement les hommes, mais c'est vrai que il y a des hypothèses scientifiques qui ont été émises sur le fait que les femmes pouvaient avoir des facteurs de protection de l'autisme, alors qu'ils se situent à différents niveaux. Au niveau génétique, effectivement, d'une part parce que il y a certains gènes qui ont été retrouvés comme étant associés à l'autisme, qui peuvent se situer sur les chromosomes sexuels, ce qui fait qu'il peut y avoir une compensation du coup, et euh, et aussi parce que voilà, on a eu l'impression qu'effectivement, pour qu'une femme soit diagnostiquée autiste, souvent il fallait une charge génétique plus importante, donc plus de mutations, pour qu'on puisse avoir des symptômes qui soient visibles et qu'on puisse la diagnostiquer. Maintenant, il y a des petits questionnements. On ne sait pas si c'est cette différence, en fait, si si le fait qu'il y ait besoin de plus de mutations génétiques fait justement qu'il y aura plus de symptômes qui sont observables, mais en fait, peut-être avec moins de symptômes observables, la femme peut quand même être autiste, mais peut-être qu'elle a juste des manifestations qui sont un peu différentes. Donc, c'est une question encore complexe à laquelle on n'a pas la réponse vraiment. Vous citez dans votre ouvrage un sexe ratio entre 2 et 5 hommes autistes pour une femme. Et les femmes seraient en particulier sous-diagnostiquées par rapport aux hommes dans la partie sans déficience du spectre. Quel commentaire vous inspire ces données du point de vue de la chercheuse que vous êtes ? Oui, je pense que, en tout cas, pendant longtemps maintenant, je pense que ça se rattrape, même si, voilà, ça se rattrape plus souvent à l'âge adulte que dans l'enfance. Je pense qu'on peut retrouver encore ce type de données, mais à l'époque, oui, on pouvait dire ah ben dans chez les personnes autistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle associée, il y a 15 hommes pour une femme, alors que maintenant on voit que c'est quand même pas ça. Donc je pense qu'on progresse à ce niveau-là. Nous allons maintenant aborder un thème délicat, celui des violences affectives et sexuelles subies par de trop nombreuses femmes autistes. Un mot de Florence pour commencer. De ce que j'avais lu, du coup, il y a à peu près 88% des femmes avec TSA qui ont subi des agressions sexuelles. L'étude à laquelle plonge Florence est sans doute celle qui a été relayée par l'Association francophone des femmes autistes. Elle indique en effet que près de 9 femmes autistes sur 10 ont subi ou subiront des violences sexuelles au cours de leur vie. D'autres études, avec une méthodologie différente, indiquent un chiffre autour de 60%, ce qui reste, quoi qu'il en soit, énorme. Retenons qu'il est probable que plus que la moitié des femmes autistes ont ou auront à subir des violences sexuelles au cours de leur vie. D'un autre côté, une étude suédoise de 2015, dont nous vous mettrons les références en lien de ce podcast, montre que les femmes autistes sans déficience se suicident 2 fois plus que leurs pairs masculins. Donc Véronique Baraton, la thématique des violences affectives et sexuelles fait-elle partie des points qui sont régulièrement abordés dans votre pratique de père aidance ? Malheureusement, beaucoup trop. Je pense que c'est quelque chose de quasiment récurrent, je dirais presque à chaque fois, parce que déjà le spectre des violences et l'affectivité, de la sexualité, il est très large, mais parce que malheureusement, il y a énormément de témoignages là-dessus, et c'est dur en fait de se dire que le constat il est là quoi. Alors ça va être des personnes qui ont vécu des choses et qui en sont conscientes et qui ont énormément besoin de vider leur sac. Il y a des personnes, et ça, on va plus retrouver ce schéma-là, de femmes qui ont vécu des choses, mais qui se disent que c'est pas grave, que après tout, si c'est arrivé, c'est pour une bonne raison, que c'est de leur faute. Alors là, la père aidance, ça a aussi tout son sens, parce que moi, c'est des choses, malheureusement, qui me sont arrivées aussi. Et de pouvoir en parler et de dire, moi, j'ai vécu ça aussi avant, mais c'est pas normal. Non. Ah bon ? Et voilà, et on va creuser un petit peu comme ça.
Et en fait, on se rend compte qu'il y a des blessures qui sont énormes, psychiques, physiques, le parcours, le fait de libérer la parole, et que ça... Voilà, l'autisme a un facteur qui augmente la sensibilité, la fragilité, la naïveté là-dedans. Moi, je sais que ma maman parlait beaucoup de naïveté, mais parce que c'est ça, en fait, il y a une pureté dans l'autisme qui est là, et chez une jeune femme, ça donne de la crédulité. Donc voilà, si on te demande de faire ça, tu le fais en fait. Si on te dit que c'est ok de faire ça, tu le fais. Et si on te dit de pas en parler, t'en parles pas. Ouais. Parce qu'en fait, on te le dit, donc c'est logique, c'est normal. Surtout s'il y a un rapport de force et de pouvoir installé. Exactement. Des rapports de force qui sont des fois instaurés depuis tout petit, tout petit, tout petite. Donc voilà. Et malheureusement, c'est très fréquent. Et c'est vrai que ce qui m'étonne à chaque fois, c'est la disparité, la pluralité des choses que j'entends. Ça va être des violences qui vont être... alors tout ce qui va être les manipulations. Ça peut être au téléphone, ça peut être par texto. Il y a des femmes qui pensent qu'elles n'ont jamais été agressées sexuellement parce qu'elles n'ont jamais rencontré la personne. Mais des fois, les hommes vont demander des choses par texto, forcer les personnes, jouer sur l'émotivité, jouer sur l'abandon, jouer sur, comme ça, tout ce qui se joue qui peut être plus fragile chez une femme autiste. Et là, ça va être des violences sexuelles. Donc, et en fait, ça va être, quand on est père aidant, réapprendre un peu la réalité. Parce que moi-même, en fait... J'avais pas énormément de matière de ce qui est bien, pas bien, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Et heureusement, je me suis formée à ça pour pouvoir après expliquer, dédramatiser, parler et surtout mettre des mots sur le fait que non, c'est pas bien, que non, c'est pas normal et que l'autisme est un facteur aggravant. Il me semble qu'en plus du concept de naïveté sociale, il y a aussi le problème que quand on est autiste, on a tendance à croire absolument tout ce qu'on nous dit. On n'a pas l'idée de se dire que l'autre peut être manipulateur, peut ne pas dire la vérité, et ça complique aussi la situation, je pense. C'est tout à fait ça. Et si en plus la personne en face rentre dans votre sphère d'intimité, d'émotivité, la personne va dire mais je t'aime, donc si tu m'aimes, tu dois faire ça. Pour une personne autiste, c'est juste complètement logique. C'est comme si on te disait, si tu veux faire du vélo, pédale, il faut que ça avance, quoi. Donc, il n'y a pas le filtre de tiens, ça me paraît bizarre, peut-être que je devrais d'abord en parler à mes copines, peut-être que je devrais d'abord en parler à ma maman ou autre. C'est juste normal. Donc, déjà, voilà, il y a cette naïveté et le fait qu'une personne qui nous dit quelque chose, c'est forcément la vérité. Mais en plus, si la personne, on a de l'amour pour elle, chez les femmes autistes, il va y avoir des fois même un intérêt restreint pour la personne en face, une adoration, le fait de mettre la personne un peu sur un piédestal. Et alors là, du coup, c'est gagnant pour la personne en face. Si c'est une mauvaise personne, elle va avoir le droit à tout, quoi. C'est la porte ouverte et après, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Adeline Lacroix, qu'est-ce qui rend les femmes autistes plus vulnérables aux agressions que les femmes neurotypiques, encore de votre point de vue de chercheuse? Les femmes autistes sont plus sujettes aux violences affectives et sexuelles. Et ça, c'est lié au fait que même si les femmes autistes ont du coup des compétences socio-communicationnelles qui en général sont un peu meilleures que celles des garçons, elles peuvent souvent développer plus facilement des relations, notamment des relations sentimentales et amoureuses, mais ça n'enlève rien leurs difficultés de compréhension sociale et donc parfois un petit peu une certaine naïveté sociale qui fait que c'est très facile pour elles d'être prises dans des schémas en fait abusifs en fait qu'elles vont peiner à comprendre et dont elles vont aussi peiner à se défaire parce que parfois elles ne savent pas dire non, elles ne savent pas se rendre compte de certaines limites ou uniquement quand c'est un peu trop tard. Donc c'est ce qui les rend effectivement particulièrement vulnérables en fait à ces abus et agressions sexuelles, affectives, mais ça peut être aussi d'autres types d'abus dans le monde du travail, etc. Mais c'est ça. Pour faire un petit peu le départ entre tous ces chiffres liés à aux violences sexuelles faites aux femmes, on vient d'entendre Florence qui parle, en tout cas des résultats d'une étude qui montrerait que les femmes ont ou subiront
à 90% des violences sexuelles au cours de leur vie. Bon, alors c'est une étude qui est peut-être sur laquelle vous avez quelques réserves. Est-ce qu'on peut parler des biais qui peuvent apparaître dans des études comme cela en psychologie sociale? Que c'est toutes les études sur le sujet sont intéressantes, mais dans tous les cas, il y a toujours des on va dire des limites méthodologiques et c'est vrai que quand on fait par exemple une étude spécifiquement sur ce sujet qui est spécifique et délicat, parfois les personnes qui vont répondre, si on fait l'étude en ligne, les personnes qui vont répondre sont des personnes qui vont se sentir particulièrement concernées par cela, ce qui peut du coup gonfler un petit peu les chiffres qu'on va obtenir, qui seront difficilement, fiables sur la population entière. Ça n'enlève rien au fait que les personnes autistes et les femmes autistes surtout, du fait de leurs caractéristiques, sont particulièrement susceptibles de subir ce type d'agression et de violence. Mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu réservée avec les chiffres sur ce genre de sujet quand c'est pas fait plutôt sur une population un petit peu plus générale, par exemple de toutes les personnes qui seraient vues pour un diagnostic ou ce genre de choses, ou peut-être qu'on pourrait avoir des chiffres un petit peu plus et encore que les personnes qu'on voit pour un diagnostic, il y a aussi toujours un biais, parce qu'il y a des personnes qui vivent bien au quotidien avec leur autisme, qui vont pas forcément se faire diagnostiquer. Donc il y a aussi donc dans toutes les études, dans les études que je fais, il y a aussi des biais que je peux mettre en avant, sur d'autres sujets. Mais mais je suis toujours un peu prudente et j'essaye d'éviter de mettre les chiffres comme ça de manière. C'est vrai que les chiffres souvent c'est important, c'est ce qui marque les gens, mais finalement les chiffres, voilà, comme on le sait, il y a toujours un petit peu une manipulation si on va pas voir comment les choses sont faites derrière. C'est ça, donc là on pourrait parler de biais de recrutement. Je pense, oui, oui, tout à fait. Dans beaucoup d'études, ça peut être comme ça, parce qu'effectivement, on va prendre les personnes là où on les trouve, quoi. Donc, c'est pas toujours facile de limiter les biais, mais disons qu'après, faut faire attention à la manière dont on présente les chiffres, parce que en plus, ça peut être très alarmant pour je sais pas, des parents autistes qui ont leur fille qui est diagnostiquée autiste. Bon, ils se disent, voilà, ma fille, ok, elle va se faire violer. Alors que non, c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de ne pas avoir subi de ce type de violence, et je connais un certain nombre de femmes autistes qui n'en ont pas subi non plus, même s'il y en a d'autres qui en ont subi, donc plein d'autres. Et justement, c'est aussi important, ça aussi, d'avoir quand même des données là-dessus. C'est aussi important pour mettre en avant le fait qu'il y a un besoin de formation des jeunes filles autistes notamment, mais pas que, hein, des jeunes garçons autistes sur l'intimité, sur la possibilité de dire non, sur le consentement, le fait que voilà, son corps lui appartient, sur tous ces enjeux en fait qui se manifestent dans ce type de relation. C'est important aussi que les cliniciens, lorsqu'ils voient une femme autiste, puissent l'interroger sur la manière dont se passent les relations conjugales, pour que la personne elle puisse je crois que c'est Caroline Demily qui disait dans mon livre, justement pour voir comment se passe la relation entre la femme autiste et son ou sa conjointe, et parce que parfois la personne elle va pas dire d'elle-même qu'il y a un problème, parce qu'elle le relève pas toujours d'ailleurs très bien. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir interroger et repérer les éléments qui pourraient suggérer il y a un souci. Donc moi, je pense que ces études sont importantes pour mettre en avant cela, mais j'émets une réserve sur les chiffres. Nous allons maintenant aborder la question du phénotype féminin de l'autisme, cette fameuse question à 1 000 €, voire plus. Mais avant cela, écoutons 3 stéréotypes associés. Les femmes autistes sont souvent sous-diagnostiquées ou diagnostiquées tardivement, étant plus susceptibles d'être évaluées comme étant anxieuses ou dépressives. Vrai, faux ou ça dépend? Alors, c'est plutôt vrai, dans le sens où c'est vrai que les études mettent en avant
que il y a un sexe ratio qui est plus faible, plus élevé dans l'enfance et plus faible à l'âge adulte. Parce qu'en réalité, avec l'âge, on diagnostique davantage de femmes, donc le sexe ratio, il peut un petit peu se réduire. Donc, dans une des dernières études, il est par exemple de 4,5 hommes pour une femme dans l'enfance, et puis il passe vers 2,5 hommes pour une femme à l'âge adulte. Donc effectivement, elles semblent être diagnostiquées plus tardivement parce que leurs symptômes, leurs caractéristiques sont un peu moins visibles que celles des garçons, et c'est effectivement plus des fois à partir de comorbidités qu'elles vont ensuite être diagnostiquées, c'est-à-dire des troubles qui se seront développés en plus de l'autisme, comme l'anxiété et la dépression, qui font qu'ensuite elles seront diagnostiquées autistes. L'autisme s'exprime ou s'exprimerait différemment chez les hommes et chez les femmes. Vrai, faux ou ça dépend? Eh ben, alors, c'est toujours un peu, ça dépend. Enfin, dans l'ensemble, les caractéristiques de l'autisme sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes. On retrouve donc ce qu'on appelle la dyade autistique, donc les difficultés dans les interactions sociales, les communications et puis les comportements qui sont spécifiques, un peu stéréotypés et ritualisés. Mais l'expression de ces caractéristiques peut varier un petit peu chez les hommes ou chez les femmes, et ce pour un mélange de raisons à la fois génétiques et environnementales, éducatives, puisque les femmes sont beaucoup plus éduquées à aller vers les autres, à communiquer avec les autres, à être davantage sociables, et donc effectivement, souvent on observe cette caractéristique, ces difficultés socio-communicationnelles sont un peu moins marquées, en tout cas de manière visible, par exemple chez les femmes, où les intérêts sont un petit peu plus conventionnels, et ce qui va permettre en fait aux femmes de masquer un petit peu leurs difficultés. Une petite fille sage et qui réussit à l'école ne peut pas être autiste. Vrai, faux ou ça dépend? Alors ça, c'est faux. Parce que effectivement, il y a souvent les petites filles autistes, alors pas toutes, hein, il y en a certaines, elles se remarquent, il y a une variabilité dans le spectre de l'autisme, donc on peut pas faire effectivement une généralité qui correspondra à tout le monde, mais il y a effectivement beaucoup de petites filles qui sont sages et qui vont réussir à l'école, et justement ça n'inquiète pas parce que c'est la petite fille idéale, quoi. Finalement, on n'a pas forcément à se préoccuper, et si elle a des difficultés, on ne s'en rend pas du tout compte, puisque la convention veut qu'un enfant, il soit bien, s'il réussit bien à l'école et s'il est sage. Donc là, la petite fille, elle coche les cases pour ne pas qu'on se préoccupe de ses difficultés. Adeline Lacroix, pour terminer cette première partie, on souhaiterait aborder le sujet qui est au cœur de votre livre et qui est encore l'objet de recherche. Plusieurs études pointent le fait que beaucoup de femmes autistes ne se reconnaissent pas dans les descriptions actuelles de l'autisme. Leur diagnostic est même parfois remis en cause par certains médecins, et ce qui génère évidemment une souffrance supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que recouvre le mot phénotype ? Quelle est la nature du phénotype féminin de l'autisme ? Et quels critères, en gros, différencient généralement un homme d'une femme autiste ? Type, ça veut dire que c'est l'ensemble en fait des caractéristiques que l'on peut observer chez une personne. Voilà, par exemple, le génotype, ça va être l'ensemble de son génome, et puis le phénotype, c'est les caractéristiques observables chez la personne. Donc le phénotype de l'autisme, ça va être les caractéristiques de l'autisme que l'on observe. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, le phénotype de l'autisme, il se caractérise par deux choses. C'est donc la présence des interactions sociales et de la communication, et les intérêts spécifiques, les comportements ritualisés, les particularités sensorielles. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les hommes et chez les femmes autistes, mais qui peut avoir une expression différente chez les hommes et chez les femmes, puisque voilà, pour des raisons biologiques et de construction sociale, on va avoir des particularités socio-communicationnelles qui sont un peu meilleures chez les femmes, une motivation souvent
à aller vers l'autre qui va être un peu plus importante, davantage de réciprocité sociale et socio-émotionnelle qui font qu'on voilà, on va avoir l'impression effectivement que la jeune fille elle est en interaction, qu'elle se préoccupe de l'autre, donc c'est pas forcément très évocateur de l'autisme, même si au fond la jeune fille ou la femme, elle va quand même avoir des difficultés pour comprendre les autres, donc avec les implicites, avec l'humour, des difficultés pour savoir à quel moment parler, pour savoir si c'est adapté ce qu'elle dit ou non, des difficultés pour exprimer aussi des choses au niveau non verbal, ou des fois elle va peut-être apprendre à faire des mouvements parce qu'elle a observé que les autres faisaient des mouvements quand ils parlaient. Elle aura aussi peut-être appris à regarder dans les yeux parce qu'on lui aura demandé cela, et au fil du temps, elle aura appris un certain nombre de comportements qui font qu'en situation d'interaction, en tout cas dans les premiers, on va dire, quand on interagit de courte durée avec la personne, on peut ne pas forcément voir de différence. Et puis après, sur le plus long terme, des fois, ça peut poser un peu plus de problèmes. Puis il y a aussi tous les intérêts qui souvent sont un petit peu moins extraordinaires ou plus socialement acceptables, qui peuvent être les animaux, la littérature, les arts. Et du coup, une jeune fille qui va se focaliser là-dessus, ça pose pas forcément de problème. Il y a aussi au niveau des aspects émotionnels, où on peut retrouver des fois un peu plus de problèmes émotionnels chez les jeunes filles autistes, mais on va dire oh là là, cette jeune fille elle est quand même capricieuse, mais on verra pas forcément l'autisme, mais on mettra un autre mot derrière. Et donc voilà, en gros les caractéristiques qui peuvent différencier les garçons et les hommes et les femmes autistes. Entendons-nous bien, un cariotype XY, autrement dit un homme, au sens biologique du terme, peut tout à fait être reconnu et se reconnaître dans le phénotype féminin de l'autisme. Alors moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Adeline Lacroix, à propos des meilleures compétences des femmes autistes dans certains domaines. Les meilleures appétences et compétences sociales, ça peut sembler un atout, mais quelles sont les répercussions fonctionnelles négatives que vous avez pu remarquer chez les femmes ? Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai remarqué, mais ce qui est mis en avant dans les études, ou ce que j'ai pu remarquer aussi sur moi-même, mais oui, sur certaines personnes que je côtoie, mais effectivement, il y a le fait d'avoir de meilleures compétences sociales. D'une part, ça peut retarder le diagnostic, ça peut mettre en doute, le diagnostic peut être mis en doute par des personnes extérieures, un médecin ou autre, mais voilà, ça peut arriver. Et puis surtout, en fait, il y a toujours le de côté, c'est comme il y a des meilleures compétences sociales, mais souvent c'est quand même des choses qui sont relativement apprises, qui sont pas innées, qui demandent un effort. Et le revers de la médaille, c'est que quand il y a un effort permanent, il y a un moment donné, c'est plus possible, et il y a une saturation et parfois un burn-out, de la dépression, de l'anxiété, des comorbidités qui se développent. Donc c'est vraiment le problème qui peut se poser. Donc vous, Véronique Baraton, est-ce que vous avez l'habitude de constater ce revers de la médaille chez les femmes que vous accompagnez ? Oui, tout à fait. Moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le nombre de personnes qui me parlent, le nombre de femmes qui me parlent de fatigue. Une fatigabilité extrême parce qu'elles doivent faire ci, faire ça. On a l'habitude de dire aux femmes, oui, mais t'y arrives, donc c'est que tu peux le faire, mais je suis sûre que t'en es capable, mais t'es super forte. Alors c'est bien, c'est des compliments dans l'idée, mais du coup, vu qu'on nous dit qu'on peut y arriver, qu'on est forte et qu'on l'a toujours fait, on va continuer à le faire. Et une femme autiste qui se donne le droit de dire, mais non, mais j'en peux plus. Mais je m'en fous, laissez-moi tranquille. Il faut vraiment, vraiment du parcours de réhabilitation pour que la personne en arrive là. Donc c'est vrai qu'il y a une plus grosse facilité, une plus grosse appétence pour les relations sociales, pour les échanges, pour l'amitié, pour nouer des choses comme ça. Mais j'ai envie de dire qu'elle va... En avoir moins, ça pourrait être protecteur. En avoir plus, ça va engendrer un risque. On retrouve comme ça des femmes qui vont
qui vont aimer ça, socialiser, avoir des amis, vivre une vie de couple, avoir des collègues, etc. Et c'est très bien. Mais du coup, c'est beaucoup plus dur d'avoir l'insight de se dire, là, ça m'épuise, il faut que je m'arrête. Il y a une différence entre j'adore voir mes copines et je vais passer 3 jours avec elles, ou j'adore mes copines, mais je vais leur accorder que 2 heures. Et trouver ce juste milieu de, tiens, j'y arrive, mais en fait, ça me fatigue, il est très, très dur. L'insight dont parle Véronique Baraton représente la conscience que la personne a d'elle-même, et donc de son fonctionnement et des coûts en énergie afférents à la plupart de ses comportements. C'est très, très dur. Ouais, c'est ça, il faut faire le pas de côté par rapport à soi, ses comportements, ses sensations, ses émotions, dans la mesure où on les ressent, ce qui n'est pas toujours évident. Et il y a ce fameux cercle totalement délétère de l'hypercompensation. On hypercompense et on est rétribué socialement par cette hypercompensation. On nous dit que c'est bien ce qu'on fait, que les gens ont été contents, et du coup ça entraîne une hypercompensation supplémentaire par la suite, ce qui fatigue encore plus jusqu'au point de craquement. C'est ça. Tu dis 2 choses, tu dis point de craquement et tu disais aussi quelque chose qui m'a interpellée, sensation. Donc déjà pour reprendre, comme tu dis, le point de craquement, c'est tout à fait ça. La personne autiste, elle va avoir du mal des fois à gérer son insight et à savoir jusqu'où elle peut aller. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le on-off, mais du coup ça va être ok, et d'un coup ça va plus aller, mais plus aller du tout à un point qui peut être vraiment grave. Donc on va commencer par la dépression, ça peut être un arrêt maladie, un burn-out si on travaille, ça peut être un burn-out personnel, parce qu'il y a les burn-out professionnels, les burn-out personnels, les burn-out autistiques dont on parle aussi maintenant. Et là ça va être la personne n'est plus capable de rien, elle a des idées suicidaires, elle peut avoir des passages à l'acte, il peut y avoir un besoin du coup de s'alcooliser, de prendre des médicaments. Ça peut aller très loin. Alors que la personne, mais attends, il y a 3 jours, tu étais en train de faire un trek en montagne et t'éclater avec tes copines. Il s'est passé quoi, en fait ? C'est ça. Et le pire, c'est qu'une personne qui se retrouve dans cette situation de craquage, si le soir, on lui dit « Ouais, mais viens quand même parce qu'on se retrouve », elle va afficher un sourire, elle va rigoler, mais quand elle va rentrer chez elle, elle va prendre 3 heures de douche en essayant de se noyer sous l'eau parce qu'en fait, elle n'en pourra juste plus. Et c'est ça, c'est très, très, très dur, même pour les professionnels de santé, du coup, c'est très dur à repérer. Parce qu'une personne autiste, et notamment chez les femmes autistes, quand elle est déprimée, dépressive, qu'elle n'en peut plus, ça ne se voit pas. Vraiment. Et là, je rejoins quand tu dis parler de sensations, ça va être aller plus loin que dans le repérage de ce qu'on pourrait imaginer. Ça va être, est-ce que dans mon corps, je ressens la même chose ? Est-ce que j'ai plus de tremblements ? Est-ce que j'ai plus d'autostimulation ? Est-ce que j'ai plus de transpiration ? Est-ce que j'ai plus de mal à manger, à dormir ? Et puis faire attention à ce que dit mon entourage aussi. Les personnes qui ont un entourage bienveillant, avenant, vont pouvoir être vraiment une force là-dedans et dire « Attends, mais là, tu as fait beaucoup plus de gestes, tu te bouges beaucoup plus les oreilles, le son, c'est beaucoup plus difficile pour toi, tu me suis plus quand je vais faire des courses. » Plein de petites choses comme ça. Et c'est ça, en fait, qui va être extrêmement important. Et l'intérêt du travail de père aidant, ça va être de dire à ces personnes-là, soyez vigilants à ce que dit votre entourage, parce que même si c'est dur à entendre et que sur le coup, on n'a pas envie qu'on nous dise, ces facteurs-là de repérage, ces clés de repérage, comme on les appelle, c'est ça qui peut donner ces indices-là. Et ça, on le voit typiquement en psychoéducation, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses symptômes, mais vraiment faire attention au repérage extérieur. D'accord. Être à l'écoute intérieurement et que l'environnement général, mais domestique en particulier, soit à l'écoute des signes faibles. Moi, je voudrais bien rebondir aussi là-dessus, parce que moi, je n'ai pas bénéficié de l'accompagnement d'une père aidante. Par contre, j'ai eu un suivi psychologique après mon diagnostic. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre justement à ne plus utiliser forcément ce mot fatigue, mais écouter le mot épuisement. Ouais. Parce qu'on m'a dit très souvent, mais quand vous allez dire à votre mari, à vos enfants, je suis fatiguée, mais en fait, tout le monde est fatigué. Oui. Et donc, quand on veut se faire comprendre, c'est important aussi d'apprendre que non, notre fatigue d'autiste, c'est pas de la fatigue, c'est de l'épuisement, ça arrive à un moment où on ne fonctionne plus. Et je pense que l'amalgame avec le mot fatigue, il est dangereux parce qu'il ne représente pas du tout ce qu'on vit finalement. C'est vrai qu'on le retrouve dans énormément de discours. Moi, je le retrouve dans ma vie personnelle, le nombre de personnes qui me disent ça. Et c'est vrai qu'on répond, oui, je suis fatiguée. Mais comme tu dis, ce n'est pas du tout de la fatigue. On n'a pas envie d'aller dormir, en fait. On a envie de se jeter d'un pont. Et c'est très dommage qu'on nous apprenne ce mot-là, fatigue, fatigabilité. Et il devrait y avoir un panel de mots beaucoup plus important.
On s'arrête là pour cette première partie déjà très dense. Prenez le temps de la digérer et rendez-vous tout de suite ou pas pour la seconde partie où nous retrouverons nos Troubles dans le spectre est un podcast produit par le Centre Ressources de réhabilitation psychosociale, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif ZEST. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le Groupement National des CRA. Cet épisode a été écrit par Audrey Bess, Pascal Bélan-Caponel et toute l'équipe de Troubles dans le spectre. Mixage et réalisation, Enzo Moscatelli. Musique, Phil France.